Donc, bonjour tout le monde. On se connecte tranquillement. Merci d'être là sur votre heure du midi ensoleillée pour assister à cette conférence. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Moi, c'est Justine Leblanc. Je suis coordonnatrice de l'accompagnateur. Et juste pour que vous sachiez, aujourd'hui, la conférence est enregistrée. Donc, c'est libre à vous de mettre ou non votre visage. C'est sûr que c'est agréable de parler à des personnes plus qu'à des noms, mais c'est vraiment à votre discrétion. Il y aura une période de questions aussi à la fin où je vais arrêter l'enregistrement. Là. Donc, à ce moment-là, on pourra revenir tous ensemble, comme en plénière, là, pour poser nos questions librement. Et sinon, si vous avez des questions tout au long de la présentation, vous pouvez les écrire dans le chat. Puis l'animatrice, là, donc Mme Perroux, va soit y répondre immédiatement ou la garder pour plus tard là, à la fin. Donc, sans plus attendre, je te cède la parole, Mélanie. Et merci encore. Merci, je vais tout de suite partager mon écran. Merci d'être là sur votre heure de lunch. J'espère que vous aurez quand même un peu de temps aujourd'hui pour prendre une pause. C'est important. Hop, on allait un peu vite. Fait que je vais vous présenter, dans le fond, les mesures de conciliation proche aidance-travail. Nous, c'est un projet qu'on a eu, pour lequel on a eu un financement du ministère de la Famille. Donc, ça nous a permis de créer plusieurs outils et d'aller faire des recherches sur les meilleures pratiques. Mais rapidement, je présente le regroupement des aidants naturels du Québec. Donc, nous, on est un organisme créé en 2000 et on a 104 organismes membres qui, eux, offrent des services directs aux personnes proches aidants, tout type de personnes proches aidantes, que ce soit des proches aidants d'aînés ou des proches aidants de personnes en situation de handicap, adultes, enfants, mineurs, majeurs, sensoriels, peu importe. Nous, on n'a pas de restrictions. Et le but du RAMP, dans le fond, c'est sensibiliser la population, les décideurs, les employeurs, fait qu'on agit beaucoup au niveau politique et médiatique, et dans le but de défendre les droits des personnes proches aidantes et des organismes qui les soutiennent. En octobre cette année, là, le 28 octobre, il y a eu la loi 56 qui est passée et qui, pour la première fois, a donné une définition assez large de la proche aidance. Je voulais juste vous en rappeler quelques grandes lignes parce que ça a un impact après au niveau de l'emploi. Donc, l'intérêt de cette définition-là, c'est qu'elle mettait de l'avant le fait que c'est effectivement quelqu'un qui prend soin d'une personne, peu importe le type d'incapacité, la cause de la maladie, le problème de handicap. Donc ça ouvre vraiment à tout le monde, alors qu'on voyait qu'avant, les employeurs avaient une certaine vision de la proche aidance, donc ils aidaient certains types de proches aidants et pas d'autres. Donc là, on voit qu'il va y avoir un levier pour élargir cette vision-là. C'est aussi l'idée qu'entre la personne aidée et la personne proche aidante, il y a un lien affectif, mais qui n'est pas forcément familial. Donc, vous pouvez aussi être proche aidant d'un ami, d'un voisin, ça va dépendre de la relation que vous avez avec lui. Il y a l'idée aussi, puis nous on insiste dessus, même si ça a moins de rapport avec le travail, je pense que c'est important de le dire, c'est que la proche aidance, c'est pas... ça n'empêche pas qu'on soit un parent, qu'on soit une sœur ou un frère, le fils ou la fille de la personne qu'on aide, mais ça s'ajoute. Et en fait, la différence qu'on voit dans les différents rôles sociaux ou familiaux, c'est que la personne proche aidante, elle a des objectifs. Donc, le premier objectif, c'est de viser le rétablissement de la personne quand c'est possible. Le deuxième objectif, c'est vraiment l'idée d'aller maintenir ou améliorer le bien-être de la personne, donc sur du long terme. Et le troisième objectif, qui n'est pas dans la loi, mais qui est quand même sous-entendu par l'idée de la maintien des qualités de vie, c'est aussi de permettre une fin de vie dans la dignité. Donc, comme on n'est pas encore mort, on est encore dans la vie. Donc, c'est de permettre que cette fin de vie-là, elle soit de bonne qualité et qu'elle soit aussi correspondante aux besoins et aux désirs des personnes en fin de vie et de leurs proches.
L'intérêt aussi de cette définition, c'est qu'elle met de l'avant le fait que la proche aidance a des répercussions, ça peut avoir des répercussions sur la personne proche aidante et entre autres les répercussions financières. Et ça, c'est la première fois que c'est nommé dans une politique au niveau gouvernemental. Donc, ça pourrait avoir un développement important par la suite pour justement aller lutter contre cette précarité financière-là du rôle de proche aidant. Et puis, ça limite la possibilité que la personne proche aidante a de prendre soin d'elle-même au niveau physique, au niveau santé mentale, mais aussi au niveau du reste de son entourage, hein, parce qu'on est des êtres sociaux, on aime ça à pouvoir partager, et donc ce temps-là est très limité quand on est proche aidant. Quelques constats rapidement, c'est un quart de la population du Québec qui est proche aidant en 2012. Ça, c'est seulement pour l'année 2012. Ça ne représente pas tous ceux qui seront ou qui ont été proche aidants. Donc, on pense que la proche aidance, ça pourrait toucher bien plus qu'un quart de la population d'un pays. Et puis, on voit qu'il faut environ 2 ans pour se reconnaître proche aidant. Ça amène le fait que souvent, les proches aidants, quand ils vont demander du soutien, ce sera peut-être ce sera souvent au moment où ils sont épuisés. Donc, il y a tout un délai entre le moment où les répercussions deviennent extrêmes et le moment où il y a eu le diagnostic. Et pendant ce délai-là, eh ben, c'est aussi un moment où il y a de l'épuisement qui se met en place, etc., etc. Et on va voir comment, en ayant certaines mesures de conciliation de proche aidance travail, famille travail, peu importe comment elles sont nommées, ça permet de limiter ces conséquences-là, même si la personne proche aidante ne se reconnaît pas comme telle. C'est encore majoritairement des femmes, donc elles sont 57,8 au Québec. On voit que ça diminue tranquillement vers une égalité plus 50-50. Par contre, quand on va plus loin dans les chiffres, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en général, les femmes proches aidantes ont des rôles déjà plus genrés et surtout ont des tâches qui sont plus sujettes, par exemple, au départ précipité, parce que c'est la personne qui est la personne contact si la personne est aidée à un problème. Donc, c'est elle qui va prendre le téléphone en plein milieu d'une réunion et peut-être devoir partir dans les 5 prochaines minutes pour aller à l'hôpital, pour aller au centre d'occupation de l'enfant, peu importe. Et puis, c'est aussi elle qui gère, qui coordonne toutes les activités de santé. Et donc, là encore, ça va être beaucoup plus de rendez-vous, donc il va avoir un impact plus important sur le travail. Si vous voulez le mettre dans le chat, je vais l'ouvrir aussi pour moi. D'après vous, quel pourcentage de proches aidants bénéficie du crédit d'impôt? Est-ce que c'est moins de 5%, de 5 à 25, de 26 à 50, de 51 à 75 ou plus de 75%? Donc, on voit que vous tournez entre le 5,25 et effectivement, en fait, pour le crédit d'impôt fédéral, c'est 3,6% des proches aidants qui l'obtiennent. Et il y a une estimation du Conference Board of Canada qui dit que ça rembourse, dans le fond, 18% des dépenses que les proches aidants font. Et pour les impôts provinciaux, c'est 5,6%. Donc, c'est quand même très faible, sachant que, en 2017, quand l'impôt était à peu près de 1 000 $, les personnes proches aidantes touchaient 573 $, donc à peu près la moitié. Là, l'impôt a augmenté à 2 500, mais on s'attend à ce qu'effectivement la moyenne soit pas 2 500, on n'a pas les chiffres encore. Donc, on voit que la seule mesure aujourd'hui qui existe pour toutes les personnes proches aidantes, clairement, elle n'atteint pas sa cible, ni en termes de nombre de personnes, ni en termes de remboursement, d'où l'importance, en fait, que peut avoir le travail pour certaines personnes proches aidantes. Et donc, concernant le travail,
on estime au niveau du Canada que la réduction du nombre d'heures de travail, ça fait une diminution de 16 000 $ par année de revenus pour la personne proche aidante. Et qu'en plus, comme il y a des coûts additionnels à la proche aidance, les frais de transport, les frais de stationnement, les équipements parfois, ou bon, diverses choses, l'achat de médicaments ou de soutien comme le répit ou de soutien à domicile, c'est en moyenne 7 600 $ par année en plus. Mais les parents d'enfants en situation de handicap, c'est beaucoup plus élevé que les autres personnes de proches aidantes. Ça peut monter jusqu'à 120 000 $ par année. Donc, on voit que, encore une fois, il y a un cercle d'appauvrissement qui peut se mettre en place facilement. Et donc, il y a 20% des personnes proches aidantes qui estiment qu'elles vivent de l'insécurité financière, alors qu'ils sont quand même 57% au Québec à travailler, ce qui est beaucoup moins ce qui est plus, pardon, que la moyenne au Canada. Et ça représente à peu près un salarié sur 3. Ça veut dire que dans votre organisme, dans votre entreprise, il y a à peu près une personne sur 3 qui est proche aidante et donc qui aurait besoin éventuellement d'avoir des mesures de conciliation famille-travail. Alors, il y a eu quelques recherches sur les impacts de la proche aidance sur le travail et ce qu'elles montrent, c'est que dans le fond, les 44% des proches aidants s'absentent en moyenne 8 à 9 journées par année à cause de la proche aidance, une fois qu'ils ont liquidé toutes leurs vacances. Ils sont 15% à réduire leur horaire, ils sont 10% à quitter définitivement le marché de l'emploi. Souvent, c'est le refus de promotion parce que ça va impliquer aussi une charge de travail plus lourde ou des horaires parfois plus aléatoires. Donc, ils ont tendance à aller chercher un poste moins contraignant, peut-être à changer même d'entreprise, d'organisme pour pouvoir avoir ce poste-là moins contraignant et mettre sur pause leur carrière. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est le fait que quand on travaille et qu'on est proche aidant, donc tout le reste de la famille, on a moins de temps pour prendre soin du reste de la famille et qu'il y a une culpabilité d'aller travailler qui est très forte et qui fait que les proches aidants qui travaillent un nombre d'heures relativement important ont tendance à ne pas aller dans les activités de soutien aux proches aidants, d'une part pour des questions de conflit d'horaire, mais aussi parce que c'est cette impression qu'eux, ils ont déjà eu leur activité et c'est le travail. Et alors que la personne aidée, ben, elle, des fois, elle reste à la maison à rien faire ou elle a un centre d'activité, mais qui n'est pas toujours adéquat avec ses besoins, etc. Donc, il y a vraiment cette culpabilité-là qui se crée. Et tous ces indicateurs-là, on les voit dans les proches aidants qui font entre 3 et 25 heures. Ça veut dire quand même une bonne partie des personnes proches aidantes, puisque la moyenne, la plupart des proches aidants font plus que 5 heures par semaine et il y a à peu près 20% qui font plus que 10 heures. Alors, pourquoi aller travailler? Je l'ai dit tout à l'heure, souvent c'est la seule source de revenus, donc bien sûr le salaire. Mais il y a d'autres choses aussi qui se passent en arrière de ça. Il y a l'idée de se sentir compétent et valorisé parce que souvent, la proche aidance, la situation de santé évolue et on ne sait pas dans quel sens. On a affaire à des moments de crise aiguë ou au contraire où on est en attente de quelque chose et on se sent dans un cycle où on se sent incompétent, on se sent impuissant, etc., etc. Alors qu'au travail, souvent, les personnes proches aidantes vont vivre tout à fait l'inverse. Ce n'est pas toujours le cas malheureusement, mais ça se peut. Et quand c'est le cas, c'est une des raisons pour lesquelles elles vont essayer de continuer au maximum de travailler. Et puis, il y a aussi l'idée de briser l'isolement. Comme je disais tout à l'heure, ça fait vraiment un lieu où on fait autre chose que la proche aidance. On parle d'autre chose aussi avec des collègues quand on avait encore la possibilité de se voir facilement. Donc, ça fait un réseau social, dans le fond, qui est légitimé par le travail.
Donc, ça crée vraiment un répit du rôle d'aidant qui est très important. Et c'est pourquoi, en fait, hier, j'étais à une conférence en Europe, enfin, j'étais pas en Europe, là, mais sur la rémunération des personnes proches aidantes. Il y a un projet pilote qui a été créé en France et ils faisaient le retour de ce projet pilote-là. Et ce qu'ils disaient, dans le fond, c'est que les proches aidants veulent travailler et donc être rémunérés pour être proches aidants. Ce n'est pas forcément un de leurs souhaits. Et il y a comme il y a comme une façon là, de trouver pour qu'on enlève cet appauvrissement-là sans pour autant aller vers un salaire de proche aidant qui ferait que les proches aidants seraient isolés chez eux. Parce que comme on le voit, ben, le travail, ça peut être un lieu d'accomplissement et surtout de répit. Il y a Mélanie Gagnon et Catherine Baudry qui sont deux chercheurs québécoises de l'Université du Québec à Rimouski qui, elles, ont fait un peu leur sujet de recherche de la proche-aidance dans le cadre du travail, qui ont fait, dans le fond, à suite à un projet de recherche, on fait des typologies de proches aidants. Donc, il y en aurait 4. Je ne suis pas forcément d'accord avec les termes qu'elles ont utilisés, mais la typologie, je pense que ça représente effectivement bien les différents types de proches aidants. Donc, il y a l'aidant en équilibre. Donc, c'est la personne qui, dans le fond, réussit à gérer globalement responsabilité d'aidant, responsabilité professionnelle. Ce qu'on voit, c'est que c'est souvent les proches aidants qui font moins d'heures de soins et qui ont des accommodements individuels dans le cadre du travail, soit qu'il y a une flexibilité officielle ou officieuse. Souvent, c'est ceux qui vont avoir leurs collègues et leurs employeurs qui seront informés de la situation de proche aidance. Et donc, quand ils voient la personne s'enfuir rapidement, le téléphone, ben, ils savent un peu ce qui se passe. Et donc, il n'y a pas de problème à ce que la personne quitte son poste. Et ça amène aussi un sentiment d'être soutenu par les collègues et les employeurs, ce qui contribue au sentiment d'équilibre dans le fond. Ensuite, il y a l'aidant qui est débordé. Donc, c'est celui qui réussit tout juste cette conciliation-là et le moindre caillou dans l'engrenage, ça tombe un peu son système. Donc, c'est ceux qui vivent un niveau de stress ou de détresse les plus importants dans le cadre du travail. Souvent, c'est ceux qui restent au travail vraiment pour l'idée pour le salaire qui vient parce qu'il faut pouvoir faire subvenir le reste de la famille. Et c'est ceux qui vont donc le plus refuser des promotions et réorienter leur carrière vers des emplois peut-être plus faciles, en tout cas dans le cadre de cette volonté de conciliation-là. Enfin, donc il y a l'aidant qui est décrocheur. J'aime pas ce mot, mais bon, c'est celui-là qu'elles ont utilisé. Donc, c'est celui qui quitte définitivement ou provisoirement le travail. Ça peut être pour différentes raisons. Soit c'est partir à la retraite plus tôt quand c'est possible, soit c'est la personne est licenciée à cause d'un taux d'absence trop fort ou à cause d'un taux d'erreur plus forte. Soit que la personne quitte d'elle-même parce qu'elle voit que ce n'est pas possible de tout concilier. Et dans cette catégorie-là, ben, on voit que c'est majoritairement les parents d'enfants en situation de handicap, avec encore une plus grande majorité de femmes que de papas. Et puis enfin, il y a l'aidant qui est cavalier seul. Donc, c'est ceux dont les collègues, les employeurs sont absolument pas informés de la situation de proche aidant. C'est ceux vraiment qui veulent compartimenter la vie professionnelle et la vie personnelle pour différentes raisons. Il y a la peur de la stigmatisation, il y a la peur de représailles, il y a la peur d'incompréhension. Il y a aussi dans certains milieux restreints, les petits villages, dire qu'on est proche aidant, à quelque part, c'est aussi dire que l'autre est malade et l'autre a peut-être pas envie que toute la communauté soit informée de sa maladie ou de son handicap ou peu importe. Donc, il y a cette limitation-là. Souvent, c'est les proches aidants qui vont le plus bénéficier des politiques de conciliation famille-travail, proche aidance-travail qui sont mises en place parce que ça leur permet d'utiliser ces politiques-là tout en étant un peu dans la masse des autres employés, en étant anonymes. Donc, c'est ceux qui auraient le plus besoin que les organismes, les entreprises aient des politiques claires, élaborées et diffusées à tout le monde. Donc, comme ça, vous situeriez dans quel type de proches aidants où vous pensez qu'il y a le plus nombreux, là, quelles sont les catégories de proches aidants qui sont les plus nombreux? Dans le chat toujours, est-ce que vous pensez que c'est proches aidants en équilibre, proches aidants débordés,
décrocheur ou cavalier seul. Alors, je vois quand même plus de débordés. Effectivement, c'est la catégorie actuellement de proches aidants qui sont le plus nombreuses. Je vois quelqu'un qui dit pour l'instant en équilibre, et ça, c'est bien important, c'est que maintenir l'équilibre, c'est pas statique, là. C'est vraiment, il faut conjuguer à plein de moments. C'est un travail de funambulisme. Et comme je disais, la moindre petite chose va demander des ajustements, fait qu'on va en parler ultérieurement dans la présentation. Il faut que je retrouve. Fait que de quoi les personnes proches aidantes ont besoin? Ben, globalement, 4 types de besoins. Il y a le besoin de temps, de flexibilité, de répit et de soutien. Alors, le temps et la flexibilité, ça, c'est vraiment de l'ordre de l'employeur sur lequel il peut agir. Le répit et le soutien, ben, il y a différents organismes qui offrent ça. Il y a peut-être le reste de la famille. Donc, il y a des choses qui existent. Il ne faut pas hésiter à les utiliser quand vous y avez accès. Donc, pour le temps et la flexibilité, je vais aller rapidement sur qu'est-ce que proposent les lois des normes du travail qui ont été modifiées en 2018 et qui ont intégré les personnes proches aidantes. Je vais vous parler des prestations canadiennes pour le remplacement de revenus et des mesures volontaires que les employeurs peuvent mettre en place, que vous pouvez vous proposer à des employeurs. Et après, on abordera dans le fond comment on parle à son employeur de sa situation de proche aidance, comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet-là pour que ça soit fait de manière à ce que tout le monde y trouve son compte, dans le fond. Donc, qu'on permet la loi des normes du travail, donc en 2018, il y a cette reconnaissance de la personne proche aidante qui était sans définition. C'est pour ça que je vous ai ramené la définition de la loi 56. Mais il y avait l'idée qu'une personne qui est proche aidante pour quelqu'un de son entourage proche, éloigné, ami, voisin, peut, dans le fond, prendre 2 jours de congé rémunérés par année, donc de congé de proche aidant. C'est rémunéré par l'employeur. Et a le droit à 8 jours non rémunérés où, dans le fond, l'employeur ne peut pas lui refuser ou lui faire perdre son emploi si elle prend ces 8 journées-là. Il y a une petite twist à savoir, c'est que dans le fond, il existe aussi 2 journées rémunérées par l'employeur pour congé maladie. Donc, vous êtes vous-même malade et vous prenez ces 2 journées-là. Et ces 2 journées congé maladie, congé proche aidant ne sont pas obligatoirement additionnelles. C'est-à-dire que c'est à votre employeur de décider si vous avez déjà pris vos congés maladie, est-ce qu'il vous paye ou pas vos congés proche aidant. Et ça, c'est un peu déplorable dans la manière dont la loi a été écrite. Ensuite, il y a au niveau des décès, donc 5 jours d'absence, dont 2 qui sont payés en cas de décès d'un membre de la famille proche ou d'un membre de son conjoint, de la famille de son conjoint. Une journée sans salaire pour le décès d'un membre de la famille plus éloigné. Et puis, quand c'est un enfant mineur, c'est 104 semaines sans salaire, mais on verra pourquoi. Après, il n'y a pas toujours de salaire, c'est que les compensations sont au niveau du fédéral. Donc, ça, encore une fois, cette nouvelle loi a permis ça parce qu'avant, c'était seulement des journées d'absence. Il n'y avait pas de salaire qui était mis sur ces journées. Et puis, il y a 2 autres petites mesures dont je veux vous parler qui ne sont pas spécifiques aux proches aidants, mais qui peuvent vous être utiles en fait. La première, c'est le droit de refuser vos heures supplémentaires si vous n'avez pas été informé à l'avance. Et là, vous n'êtes pas obligé de démontrer que vous avez retourné ciel et terre pour avoir quelqu'un qui va prendre soin de la personne que vous aidez. C'est juste, on ne vous a pas prévenu, je crois que c'est 5 jours d'avance et ça dépasse 2 heures supplémentaires, ben, vous n'êtes pas obligé de le faire, point. L'autre chose, c'est la possibilité d'étaler ces heures sur 4 semaines. Je vais prendre un exemple, ça va être 1000 fois plus facile. Dans le fond, vous êtes 2 parents, mais vous êtes séparés. Et pendant 2 semaines, c'est la maman, pendant 2 semaines, c'est le papa. Si vous êtes à 35 heures semaine, eh ben, pendant les 2 semaines où c'est vous qui avez l'enfant, vous pouvez faire, par exemple, 30 heures par semaine.
Et les 2 semaines où ce n'est pas vous qui avez la garde, eh ben, vous faites 40 heures. Fait qu'au bout du compte, vous faites bien 35 heures chaque semaine dans le mois, mais elles sont divisées de manière différente pour que vous, ça vous permette d'avoir un peu moins à faire quand vous avez la garde. Et ça marche si vous êtes des parents avec la garde partagée, mais ça marche aussi, même si vous êtes ensemble, en fait. Vous pourriez très bien vous mettre d'accord avec votre conjoint pour faire ce genre d'étalement-là. Ou si vous prenez soin d'une personne aînée, entre deux frères et sœurs, vous pouvez utiliser ce système-là. Il faut bien sûr, ça se négocie avec son employeur, mais c'est possible, c'est dans la loi. Pour les congés rémunérés de proche aidant, et moi j'aurais tendance à vous dire, pour n'importe quelle demande que vous voulez faire au niveau de votre employeur, allez chercher l'attestation de proche aidant. Ça peut être signé par n'importe quel professionnel de la santé qui est sous un ordre professionnel. Donc, ça va de sage-femme à ergo, physio, médecin, bien sûr, infirmière, psychologue, etc. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher votre médecin ou le médecin de la personne que vous aidez. Vous pouvez aller plus vaste. Et cette attestation-là, c'est un petit document, dans le fond, que le professionnel de la santé dit que vous êtes... Ça ne dit même pas la raison de santé qui fait que vous êtes proche aidant, mais ça atteste comme quoi, effectivement, vous offrez du soutien à quelqu'un de votre entourage. Elle est disponible sur le site de la CNESST. Elle n'est pas toujours facile à trouver. Leur site, c'est pas très évident. Sinon, elle est disponible sur le site du RANC, en fait. On a un onglet conciliation proche aidance travail pour les employeurs et un pour les employés. Dans l'onglet employé, elle est en bas de la page, normalement. Voilà. Alors, bon, là, on l'a dit, il y avait, ça, c'était les congés de courte durée que je vous ai nommés, qui sont dans la loi des normes du travail. En 2018, ce qui s'est passé aussi, c'est que le Québec s'est aligné avec le fédéral au niveau des congés de longue durée pour pouvoir que les proches aidants aient accès aux prestations d'assurance emploi de proches aidants et congés de compassion sans risquer de perdre leur lien d'emploi comme c'était auparavant parce que le nombre de semaines ne coïncidait pas. Donc, la prestation d'assurance emploi pour les proches aidants, c'est 55% du salaire au maximum sur une durée de 15 semaines si la personne est adulte et 35 semaines si la personne est un enfant mineur. Il faut que la personne aidée soit en maladie grave ou en blessure grave. Et donc, il n'y a pas besoin qu'il y ait un risque de décès imminent. Ça, c'est fini. C'était le cas il y a longtemps, c'est plus le cas. Mais c'est vraiment dans l'idée, normalement, de s'il y a personne auprès d'elle, la personne ça va être vraiment très, très compliqué. Donc, ça sous-entend que si c'est une maladie chronique ou une déficience intellectuelle ou etc., vous ne devriez pas y avoir accès. Sauf que il y a toujours un peu des twists là dans les, dans les critères et il y a possibilité d'avoir, par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez un enfant autiste, c'est l'intégration à l'école et ça crée énormément de crises, énormément de problèmes, ça devient très, très, très compliqué. Et donc, vous avez un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée qui dit que dans le fond, bah, oui, il y a vraiment un besoin important parce que l'enfant est en train de se désorganiser, de s'enfuir de l'école, je dis n'importe quoi. Et donc, vous pouvez demander ça. Ou par exemple, c'est le cas, je ne sais pas, je prends l'exemple des scléroses en plaques qui fonctionnent par palier. Donc, c'est une maladie qui est chronique, considérée chronique, mais quand on arrive à un pic d'intensité de crise, en fait, ben là, il y a besoin d'énormément de soutien jusqu'à ce qu'on revienne à un palier où là, ben, on aura eu le temps de retrouver les ressources, de reprendre ses marques. Donc là encore, on peut aller demander au médecin. La difficulté, c'est que ce n'est pas tous les médecins qui comprennent ce principe-là et qui acceptent de le signer. Mais si vous avez quelqu'un de conciliant, vous pourriez y avoir accès. La prestation de compassion, donc ça, c'est plutôt quand la personne est en fin de vie, c'est toujours 55% du salaire, c'est 26 semaines. Les deux prestations se partagent entre plusieurs personnes proches aidantes. Vous pouvez faire 10 semaines l'un, 5 semaines l'autre, il n'y a pas de problème. Et la prestation de compassion, c'est ça.
il faut qu'il y ait un certificat du médecin qui dise que la personne a un énorme risque de décéder dans les 6 prochains mois. Elle peut être prise avant, elle peut être prise avec des semaines un peu après aussi, ça c'est correct. Elle peut être prise en 2 temps différents, par exemple, bon là c'est un épisode aigu, finalement la personne reprend du mieux, ben, on retourne travailler, plus tard ça redégringole, on reprend cette prestation-là, elle est sur 52 semaines dans le fond. Et puis, c'est possible de concilier ces 2 prestations-là. Donc, de prendre d'abord la prestation de proche aidant. Finalement, la personne va de moins en moins bien. On s'en va vers une fin de vie. Ben là, on cumule avec la prestation de compassion. Juste comme ça, on est en train en ce moment, nous, d'analyser les données, à savoir combien de personnes proches aidantes utilisent ces prestations. Et c'est très, très, très faible. C'est à peu près 1% des proches aidants qui ont plus que 10 heures par semaine qui ont accès à ces prestations. Et souvent, sur un nombre de semaines beaucoup plus faible que celles qui sont autorisées. Fait que c'est sûr que nous, c'est des choses qu'on veut faire changer. On a déjà fait passer une pétition. Malheureusement, ça a été les élections, donc elle n'a pas pu être amenée devant le, le Parlement, mais c'est des choses qu'on veut faire changer, et d'autant plus avec les prestations qui ont été mises en place dans le cadre de la COVID, qui ont démontré qu'on serait capable de faire autrement que d'avoir des critères aussi restrictifs que ce qu'il y a actuellement. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais ces prestations-là, elles sont admissibles aux travailleurs autonomes qui ont cotisé à l'assurance emploi de manière spontanée. Elles sont aussi admissibles si la personne aidée ne réside pas au Canada, mais à l'étranger. Et là, ça sera un certificat médical d'un professionnel de l'étranger qui sera nécessaire. Et donc, pendant la pandémie, il y a toujours en fait la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants, la PCREPA. C'est 500 $ par semaine pendant 26 semaines, mais elle a été prolongée de 12 semaines depuis. Et dans le fond, c'est dans 3 cas. Le premier cas, c'est le programme, l'école, le centre de jour est complètement fermé ou pour des questions de ratio, les horaires dont vous bénéficiez sont réduits. Donc, dans le fond, c'est la personne aidée ne peut pas se rendre entièrement à son lieu habituel d'occupation. Donc, vous devez compenser et vous avez le droit de demander cette prestation. L'autre cas, c'est en sens inverse, la personne aidée est trop à risque d'avoir la COVID et des conséquences graves à cause de la COVID. Donc, elle ne peut pas y aller, même si l'école, le programme est ouvert. Donc, vous devez rester à la maison pour en prendre soin. Et le dernier cas qu'on n'a pas noté, c'est si vous aviez quelqu'un qui venait à domicile faire du gardiennage et que cette personne-là n'est pas disponible parce qu'elle attrape la COVID ou parce qu'elle est trop à risque, alors vous n'avez plus personne. Donc, c'est vous qui vous occupez de la personne aidée, fait que vous avez le droit de demander la PCRE. La PCRE, l'avantage, c'est que vous pouvez continuer de travailler si le nombre d'heures travaillées ne dépasse pas 50% de votre horaire normal. Ça permet, par exemple, le centre de jour, il est seulement le matin, fait que vous travaillez le matin, l'après-midi, vous êtes dans votre rôle de proche aidant, donc vous avez la PCRE et vos revenus pour le matin de travail. Et à la fin de l'année, et ben là, c'est le moment des impôts, donc faites attention parce qu'elle est imposable. Ça prend un certificat médical dans l'éventualité où c'est la personne aidée qui est trop à risque. Et puis, il faut avoir minimalement gagné 5 000 $ l'année précédente pour y avoir droit. Ça, c'est pour 52 semaines. Donc, vous n'êtes pas obligé, enfin, c'est pour 1 an. Vous avez 26 semaines pour 1 an. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire qu'elles sont consécutives. Si, par exemple, à un moment, c'est le conjoint ou une autre personne qui en prend soin, vous faites votre salaire complet, vous ne la demandez pas, vous la demandez la semaine suivante. Fait que ça fait le tour. Et cette prestation-là, il faut aller la demander auprès de l'Agence du revenu du Canada et non pas auprès de l'assurance emploi. Pour des questions de leur capacité, la capacité des fonctionnaires à utiliser autant, enfin à être autant, à traiter autant de dossiers, ils ont partagé les deux. Ce qu'il faut savoir encore une fois, c'est que en date de j'ai pas regardé depuis 1 mois, mais il y a 1 mois, en tout, il y a juste 300 000 Canadiens, un peu plus que 300 000 Canadiens qui ont fait cette demande-là. Donc, encore une fois, c'est très faible. Pour différentes raisons, il y a toujours des questions de critères.
Mais il y a aussi des raisons de peu de gens sont informés. Et donc, c'est dommage parce que du coup, ils s'appauvrissent alors que pour une fois, il y a quelque chose qui est un peu plus facile. L'autre raison, c'est que c'est pas tous les fonctionnaires, mais il y en a certains qui vont dire, ben, avant de demander la PCRE, utilisez l'entièreté, si vous rentrez dans les critères de l'assurance emploi qu'on a vu précédemment. Mais comme elle est presque pas utilisée, pour moi, c'est vraiment un très faible nombre ça explique pas pourquoi si peu de Canadiens ont utilisé cette prestation-là. Voilà, alors là, on va rentrer dans comment est-ce que je parle à mon employeur de la proche-aidance, de ma propre situation. Et avant même d'aller vers le fin détail, ben, je voulais aussi comme vous équiper à dire, ben, voilà ce que ça fait pour les entreprises de rien faire. Le statu quo de dire, ben, c'est leur problème au proche aidant, c'est pas le mien. Voici ce que ça fait. Donc, au niveau du Canada, c'est un taux d'absentéisme très fort, un taux de présentéisme important. Donc, le présentéisme, c'est on est physiquement au travail, mais en fait, on est tellement préoccupé par ce qui se passe à la maison ou inquiet, etc., que finalement, on n'est pas vraiment en train de travailler. Et tout ça, ça donne une estimation au niveau du Canada de 2,2 millions d'heures par semaine perdues, ce qui amène une baisse de productivité pour les entreprises toujours canadiennes de 1,3 milliard de dollars et des coûts au niveau des ressources humaines de 355 millions parce qu'il faut remplacer la personne qui s'en va, embaucher une nouvelle personne, former, bref. Fait qu'on se rend compte que ça coûte quand même très cher de ne rien faire, même si aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'estimer combien ça coûterait de faire des mesures de conciliation qui sont vraiment excellentes. Mais il y en a plein qui existent, qui ne nécessitent pas de financement additionnel des entreprises et qui leur permettraient de ne pas perdre tous ces coûts-là. Il y a une étude, donc toujours de Mélanie Gagnon et Catherine Baudry, ils sont allés, dans le fond, interviewer 1910 entreprises au Québec, dont 60% avaient mis en place certaines formes de conciliation proche-aidance-travail. Et ce qui mettait de l'avant, c'est que 55,2% des employeurs sont favorables à embaucher des personnes proches aidantes s'ils étaient informés que c'est des personnes proches aidantes. Donc, c'est quand même une grosse majorité. Après, les autres, c'est très favorable ou moyennement favorable. Et il y a seulement 2% qui sont vraiment comme moi, je ne veux rien savoir de ça. Donc, c'est quand même très faible le pourcentage d'employeurs qui n'ont pas une forme d'ouverture à la proche aidance. Et si eux-mêmes ont été proches aidants ou quelqu'un dans leur famille l'a été, alors là, l'ouverture est beaucoup plus grande. Donc, si vous êtes informé de cette situation, ça peut valoir la peine de l'utiliser un petit peu. Toujours, donc, l'étude des professeurs Baudry et Gagnon, ils sont allés demander, donc, dans le fond, quelles étaient les réticences des employeurs à mettre en place des mesures de conciliation de proche aidance travail. Alors, il y avait, comme je vous le disais au début, la croyance que, dans le fond, être proche aidant, c'est quand on est proche aidant de ses parents vieillissants ou d'un enfant qui a un handicap. Et toutes les autres configurations ne sont pas vraiment reconnues par les employeurs. Ensuite, il y avait donc l'idée que le type de poste ou la taille de l'entreprise ne permet pas d'aménagement. Je prends l'exemple, vous êtes vendeur dans un magasin de chaussures, c'est sûr qu'on ne va pas vous faire des horaires à 23 heures, le magasin sera fermé. Il y a certaines conventions collectives qui limitaient la mise en place de certaines mesures. Il y a l'idée que ça prend des ressources financières additionnelles pour mettre en place les mesures de conciliation proche dans ce travail. Il y a la crainte, dans le fond, qu'on vienne surcharger les collègues ou les supérieurs hiérarchiques parce que, dans le fond, on irait transférer des dossiers ou du travail à d'autres. Il y a la peur, du coup, que ça crée des tensions, des jalousies dans l'équipe. Et puis, ce qu'elles se sont rendues compte, c'est que dans les grosses organisations, souvent, les gens à la tête n'étaient pas informés de la situation de proche aidance des employés et n'étaient même pas informés des mesures de conciliation proche aidance travail existantes et si elles étaient ou pas utilisées. Donc, ils n'avaient même pas un état des lieux de cette situation-là pour pouvoir l'adresser. Et puis enfin, il y a l'idée que, dans le fond, si on permet cette conciliation, ben, on va avoir des impacts financiers, donc dans le fond, moins de revenus, et ça va réduire la productivité de l'entreprise.
Et en fait, ça, c'était les craintes pour ceux qui n'avaient pas de mesures ou que les employeurs se souvenaient avoir eu avant de mettre les mesures de conciliation proche aidance-travail. Et puis, on voit que il y en a qui les ont mis en place. Et ce que ça a fait, c'est que dans le fond, ça a réduit les erreurs au travail parce que quand on est fatigué comme proche aidant, quand on est préoccupé par ce qui se passe, on fait plus d'erreurs parce qu'on est moins concentré. Ça a amélioré la productivité globale de l'entreprise, pas juste de la personne proche aidante. Ça a réduit les absences de courte et longue durée et les coûts qui y sont associés. Ça a réduit le taux de roulement et l'augmentation et ça a amélioré la loyauté. Entre autres, j'étais avec un employeur qui disait que, donc lui, il avait mis en place différentes mesures. Il a 2 de ses employés qui, un jour, sont partis dans une autre entreprise parce que le salaire était plus intéressant. Et quelques mois plus tard, ils sont revenus dans son entreprise parce que la conciliation de proche aidance travail a démontré que c'était plus important pour eux que le fait d'avoir un meilleur salaire à ce moment-là. Et puis enfin, ça améliore le climat de travail de manière générale. Plutôt que de créer des tensions, quand c'est bien fait, au contraire, ça améliore ce climat-là. Donc, on voit que ça diminue l'absentéisme, ça augmente l'attraction, la rétention des employés, ça favorise la motivation. En gros, ça, c'est 3 arguments que les entreprises veulent entendre parce que c'est une des façons pour elles d'accepter de faire de mettre en place des mesures, de faire ces démarches-là. Donc, c'est pour ça un peu que je vous en parlais en vous disant, vous ne sentez pas gêné d'aller demander des mesures parce que ça profite à l'entreprise aussi et même vous pouvez les nommer carrément. Alors, quelle solution proposer à son employeur en plus de ce qui existe dans les lois des normes du travail? Je vais pas trop les détailler, mais globalement, il y a l'idée d'avoir un horaire flexible ou sur mesure avec, par exemple, des pauses repas à 13h au lieu de midi. Comme ça, à 13h, vous pouvez appeler l'ergothérapeute qui n'est pas à sa pause midi ou bon, peu importe. Il y a l'idée du télétravail, sauf que, gros bémol, le télétravail, puis je pense que vous l'avez tous vu pendant la pandémie, ce n'est possible que si la personne aidée n'est pas dans la maison avec vous à ce moment-là. Donc, c'est possible d'avoir du télétravail pour réduire son temps de trajet, pour, je ne sais pas, peu importe, mais pas pour pouvoir prendre soin de la personne en même temps. Ça ne marche pas. On l'a tous vu pendant plus d'1 an, là. Que maintenant, c'est dans la conscience de tout le monde. C'est aussi penser autrement les congés. Par exemple, les congés d'été, oui, peut-être que l'entreprise ferme en juillet 2 semaines, mais en fait, ce proche aidant-là, lui, il aurait besoin d'avoir ses congés d'été en mai parce que, il y a une opération majeure, puis il faut qu'il s'occupe de la personne aidée, tu sais? Donc, il y a différentes façons. C'est aussi l'idée de congés sans solde, d'avoir une banque de congés pour force majeure. Donc, par exemple, nous, au RANC, on a 10 jours de congés proche aidant payés par l'employeur qu'on peut prendre comme ça, en plus des maladies, etc. Ou les congés à traitement différé, ça veut dire qu'on prend de l'avance sur l'année suivante. Bref, donc il y a différentes façons de gérer les congés qui peuvent faciliter les proches aidants. Ces 3 mesures-là, là, elles ne coûtent rien à l'employeur, hein. À part les congés pour force majeure, mais les autres, ça ne coûte rien, c'est de s'adapter, c'est de mettre en place de la flexibilité. Après, pour les grandes entreprises, il y a la possibilité d'organiser des consultations médicales en milieu de travail ou de la télémédecine parce que quand on est proche aidant, nos besoins, ils passent en dernier. Et alors qu'on est plus à risque d'être malade, fait que ça peut permettre à des proches aidants de prendre soin de leur santé physique en même temps. Il y a les avances monétaires, les fonds d'aide aux employés. Ça, c'est pour des entreprises qu'on les rend un peu plus solides. Et puis, dans les autres mesures, en fait, qui ne coûtent rien, c'est dans le fond avoir des semaines comprimées. Ça veut dire qu'on fait 32 heures en 4 jours et non pas en 5 jours. Donc, on fait des grosses journées, mais on a une 5e journée de libre où on peut faire aller au rendez-vous ou peu importe. Dans tous les cas, en fait, ça, je reviens là-dessus, mais c'est extrêmement important d'aller le plus possible vers une politique qui s'adresserait à toutes les personnes, toutes les employés,
pour différentes raisons. Déjà, avoir des balises claires et uniformes pour éviter que d'un proche aidant à l'autre, ce n'est pas la même façon de gérer les choses. Ensuite, pour réduire justement les conflits entre proches aidants ou entre personnes qui ne sont pas proches aidantes et qui ne comprendraient pas pourquoi telle personne a le droit de partir à 4 heures au lieu de 5. C'est de permettre la confidentialité et ça va aider justement les aidants, comme je disais au début, qui sont cavaliers seuls, qui vont pouvoir utiliser ces congés-là sans que tout le monde soit informé. C'est d'éviter les demandes constantes aussi là, pour l'employeur. Et puis, c'est si vous changez de supérieur immédiat ou de poste, là, il faut tout renégocier. Alors que si c'est dans une politique, c'est fait. Point. On n'a plus besoin de réévaluer dans ce cas-là. Il y a aussi la possibilité de demander à votre employeur de mettre des outils de sensibilisation dans les salles communes, les salles de repas. Donc, nous, on a fait une affiche, on a un petit dépliant qui explique quelles sont les différentes mesures, mais on peut aussi mettre la ligne Info Aidant qui ouvre maintenant, pas juste aux proches aidants d'aînés, où les organismes locaux mettent leurs services, leurs contacts pour que les proches aidants puissent aller chercher du soutien. Il y a même des organismes qui proposent des groupes de discussion entre proches aidants sur le midi dans des entreprises. Donc, ça peut valoir la peine aussi de proposer ça. Nous, les affiches et les dépliants, on en a en version papier. Si vous êtes intéressé pour en mettre chez vous, vous pouvez nous contacter, on pourra vous les envoyer. Alors, arrive le cœur du truc, c'est comment est-ce qu'on aborde la question avec l'employeur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents à ça. Mais donc, en fait, on voulait vous donner un peu des clés pour que ça se passe au mieux. Donc, il y a 5 étapes et je donne cette conférence à peu près de manière identique, mais pas complètement, aux employeurs. Et je leur donne aussi comment faire quand un employé vient vous dire qu'il est proche aidant. Donc, les étapes ne sont pas les mêmes ni dans le même ordre, mais globalement, c'est pour vous dire que si votre employeur a envie, on peut faire le même travail de l'autre sens. Donc, la première étape, c'est vraiment, avant même de faire quelconque démarche, c'est lister vos besoins. C'est est-ce que vous avez besoin de réduire vos heures, de diminuer votre charge de travail? Est-ce que vous avez besoin plus peut-être d'écoute de vos supérieurs, de vos collègues pour vous sentir plus soutenu, plus compris? Est-ce que vous voulez comprimer vos horaires ou avoir un arrêt temporaire pour les questions de prestations fédérales, faire plus de télétravail pour être plus à la maison? En tout cas, bref, dans toute la liste des possibilités, regardez quels seraient les 3 besoins les plus importants pour vous. Qu'est-ce qui vous aiderait le plus? Ensuite, c'est d'aller faire le tour de ce qui est disponible. Donc là, je vous ai parlé des prestations fédérales, de la loi des normes du travail. Mais peut-être dans votre structure, il y a un programme d'aide aux employés ou une politique de conciliation famille-travail. Et dans ce cadre-là, il y a des choses qui peuvent s'appliquer à votre situation de proche aidant. Ou peut-être qu'il y a un de vos collègues qui accepterait d'échanger son quart de travail parce que lui, ça l'aide aussi et donc ça vous aiderait tous les deux. Peut-être il y a des choses dans la convention collective, peut-être il pourrait y avoir un endroit privé dans l'entreprise où vous pourriez passer vos appels de manière confidentielle. Donc, vraiment, qu'est-ce qui serait envisageable dans votre structure à vous? Ensuite, c'est préparer votre échange. Donc, là-dessus, c'est un peu faire un peu le topo de votre rôle de proche aidant. Et puis, pour pouvoir vous-même être en meilleure capacité d'en parler et de voir aussi quels seraient les compromis que vous pourriez faire. Donc, par exemple, le lien avec la personne aidée, depuis combien de temps vous êtes proche aidant, etc., etc. Quelle est la durée, la fréquence du soutien? Quels sont les services que vous recevez ou que vous ne recevez pas ou que vous êtes en attente ou qui sont non disponibles dans votre quartier, dans votre région? Et ça va servir, par exemple, dans la discussion. Oui, en fait, je sais que je pourrais demander le centre de jour X, mais mon enfant, parce qu'il a une situation particulière, n'a le droit qu'à tant d'heures. Donc, ça ne suffira pas. Et donc, ça vous permet, en fait, d'avoir vos arguments un peu prêts quand il y a la discussion qui se met en place. Par contre,
et ça c'est bien important, attention aux détails confidentiels. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. L'employeur n'a pas à vous demander des détails précis sur votre vie privée et encore moins sur la vie de la personne que vous accompagnez. Donc ça, c'est pour vous, hein, c'est pour vous faire un petit topo des choses, pour vous donner des arguments et aussi pour regarder qu'est-ce que vous êtes à l'aise de transmettre ou pas et qu'est-ce que la personne que vous aidez, si elle est majeure ou un mineur un peu plus âgé, est à l'aise à ce qu'il soit dit ou pas. Et puis, c'est le bon moment aussi pour commencer à faire les démarches, pour aller chercher l'attestation de proche aidant auprès d'un professionnel de la santé, parce que ça peut prendre un peu de temps, mais ça permettra soit de l'avoir au moment de l'entrevue avec votre employeur, soit de dire que c'est en cours et que vous avez déjà commencé à le faire. La quatrième étape, c'est déterminer le moment. Et ça a l'air bête, mais en fait, c'est très important d'avoir le bon timing. Par exemple, si vous n'êtes pas dans une situation d'urgence où c'est demain que vous avez besoin de partir ou de faire un temps partiel, demandez une rencontre à l'avance pour pouvoir aussi avoir une rencontre un peu longue de 1 heure et possiblement une seconde rencontre. Il faut préciser le sujet. C'est important que vous disiez que vous voulez parler du fait que vous êtes proche aidant parce que ça va permettre à votre employeur d'aller faire l'étape numéro 2 de son côté. Donc, d'aller voir, lui, qu'est-ce qui existe dans l'entreprise actuellement, qu'est-ce qui existe dans les lois, qu'est-ce qui existe ailleurs, qu'est-ce qu'il peut vous proposer. Donc, il faut qu'il ait le temps de se préparer dans le fond. Et puis, ça permet aussi de favoriser une période de travail moins intense. Si vous êtes dans un magasin de jouets, Noël, ce n'est pas le bon moment. Donc, si vous prévoyez un peu, ça va permettre de cibler un moment où l'employeur sera vraiment disponible à vous écouter. Et puis enfin, c'est un peu ce qu'on disait, souvent, on attend un peu d'être dans une situation de crise où que c'est vraiment compliqué et donc de ne plus être un aidant en équilibre, mais d'être un aidant débordé. Je sais que on est à milieu de ça à plein de moments dans la vie de proche aidant. On pense d'abord à d'autres et nous, ça arrive après. Mais le plus cette démarche-là a été faite en amont et le plus elle sera opérationnelle quand vous serez vraiment dans un besoin urgent. Votre employeur sera déjà informé, tous les deux, vous saurez déjà quoi faire, dans quelle situation, donc vous allez gagner du temps. Et c'est pas avouer d'être en échec que de dire j'ai plusieurs rôles, j'ai plusieurs casquettes et une de mes casquettes nécessite que j'ai du temps, j'ai de la flexibilité ou etc. Enfin, donc il y a réaliser l'entretien. Il y a des histoires de posture dedans, donc il faut avoir une attitude transparente. Oui, vous n'êtes pas obligé de tout dire, mais il vaut mieux dire je préfère pas vous parler de ce point-là ou je trouve que moi je suis pas à l'aise à exposer cette situation de santé ou peu importe, plutôt que de botter en touche et d'essayer de gérer et d'avoir l'air de quelqu'un qui ment. Et là, comme même si vous avez une attestation de proche aidant là, c'est toujours le oui, mais est-ce qu'il fait vraiment ce qu'il dit qu'il fait? Est-ce qu'il donne autant de soutien qu'il dit qu'il fait? Fait que si vous avez l'air de ne pas être transparent, vous allez créer ce sentiment-là. Donc, autant dire, je préfère pas répondre à cette question que d'essayer de tourner un peu autour du pot. Il faut proposer des solutions, d'où l'intérêt d'avoir listé vos besoins en amont. Et aussi peut-être des contreparties. Par exemple, je ne sais pas, oui, j'aimerais ça faire 4 jours par semaine au lieu de 5. En contrepartie, je vous laisse le choix, soit c'est le lundi, soit c'est le vendredi que je ne travaille pas. Je dis n'importe quoi, mais ça peut être ça. Et puis, quand même, nommer le fait que ce que vous demandez à votre employeur, vous ne demandez pas qu'il soit votre pilier de proche aidant uniquement, dans le sens que vous avez déjà utilisé les ressources autour. Tout est en place. C'est juste que malgré que tout est en place, il y a besoin de cette conciliation. Parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui disaient, mais moi, je veux bien offrir un petit peu, mais c'est pas moi le réseau de la santé ou c'est pas moi la famille et tout. Fait que mettez de l'avant le fait que
vous avez déjà fait toutes ces démarches-là et il n'y en a pas de plus, il n'y a pas plus de répit, il n'y a pas plus de centre de jour, il n'y a pas plus, peu importe, d'orthopédagogue à l'école, etc., etc. Il faut aussi vous dire qu'il y aura des compromis à faire. Vous ne pourrez peut-être pas tout avoir. Et puis, surtout, c'est en mode discussion. Donc, peut-être que l'employeur va vous arriver avec une solution auquel vous n'auriez pas pensé. Dans ces cas-là, vous avez le droit, et je dirais même, prenez le droit de dire, ben, oh, je n'avais pas pensé à ça, je vais évaluer l'impact que ça va avoir et je vous reviens. Et c'est pour ça que je disais, peut-être ça prendra une seconde rencontre dans les jours qui suivent. Parce qu'il y a certaines mesures qui ont l'air ben cool sur le papier, mais au final, à la fin de l'année, le chèque de paie, il est vachement réduit, ou au final, ben, un peu comme l'idée du télétravail, on pensait que c'était une bonne idée jusqu'à ce qu'on se rende compte que la personne qu'on aide, elle est à côté, puis qu'on n'est plus capable de rien faire. Fait que ça vaut la peine de dire, je veux pouvoir en discuter avec le reste de ma famille, voir quel impact financier ou pour la famille ça va avoir. Et puis, donc, deux choses importantes. Soyez, justement, en parlant d'enfants, j'en vois. Soyez clair que ces accommodements, ils pourront être réévalués dans les deux sens. Soit parce que la situation de santé de la personne que vous aidez évolue en mieux et donc vous avez besoin de moins, ou en pire et vous avez besoin de plus, soit parce qu'il y a un rush au travail sur une période courte et que vous acceptez de revoir un peu votre conciliation à ce moment-là en particulier, mais pour ensuite mieux y revenir. Et puis, et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent, mais c'est discuter avec votre employeur, votre supérieur immédiat d'un plan de communication. Qui va annoncer quoi à qui? Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est le supérieur immédiat qui va aller dire à vos collègues que tel projet, ça change de demain, vous réduisez vos heures ou vous travaillez depuis la maison? Quelle information va être transmise? Est-ce que vous acceptez est-ce qu'on dit juste que parce que vous êtes proche aidant ou on explique un peu plus pourquoi et comment et qui dans votre famille, etc., etc. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on se rend compte qu'après coup, il y a des rumeurs qui circulent et qui peuvent être source de conflit, alors que si on avait été clair dès le début, ben, on aurait évité toute cette problématique-là. Alors, on a fait le tour des cinq étapes. Pour votre information, ces 5 étapes-là, elles sont tirées du guide sur l'approche aidance et l'emploi qui vient du Centre d'intégration du marché de l'emploi de l'Estrie. Je vous ai mis le lien. Tout ce guide-là, il s'adresse à des proches aidants à des intervenants qui aident les proches aidants qui veulent retourner en emploi. Donc, tout n'est pas forcément intéressant dans tous les cas, mais les 5 étapes, elles sont entre autres décrites page 66. Nous, on les a un peu bonifiées, mais dans le fond, elles sont là. Et il y a aussi cette grille qui peut aider pour justement un peu préparer son entrevue. Donc, les tâches de proche aidant que vous réalisez, parce qu'on ne fait pas tous les mêmes tâches, l'argumentaire que vous pouvez mettre et les mesures d'accommodement que vous souhaitez. Par exemple, c'est moi qui fais les rendez-vous auprès du médecin spécialiste. L'argumentaire, je vais essayer le plus possible de les mettre en début ou en fin de journée, comme ça, soit j'arrive en retard, soit je pars en avance, mais je suis là la journée. Puis mes dates sont connues d'avance, fait qu'on peut le savoir. La mesure d'accommodement, c'est pouvoir fractionner, par exemple, mes congés. Si j'ai une journée de congé, est-ce que je peux prendre 1 heure ou 2 heures plutôt que de prendre la journée complète? Donc, c'est différentes exemples qui sont montrés dans cette grille et si vous planifiez cette démarche, ça pourrait effectivement vous être utile. Enfin, moi, je vous recommande quand même de penser à quelles sont les compétences en tant que proche aidant que vous avez développées qui sont transférables au travail. Ce n'est pas juste pour vous vendre, mais c'est aussi pour vous, pour réaliser que, d'une part, demander à une conciliation proche aidance-travail, ce n'est pas embêter l'employeur parce qu'au final, ça lui coûterait moins cher, ça lui rapporterait plus de vous aider que de ne pas le faire, mais qu'en plus de ça, ce rôle-là, il a quand même un intérêt aussi pour vous et pour l'entreprise parce que vous développez d'autres compétences, d'autres connaissances et pas juste la capacité à faire un préposé aux bénéficiaires ou une infirmière. Là, il y a plein d'autres compétences que vous développez et qui peuvent être utiles. La capacité de s'organiser, la résistance au stress, enfin, il y en a beaucoup.
fait que ça fait le tour, moi, de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Comme je disais, on a des outils de sensibilisation qui sont disponibles en français et en anglais. Vous pouvez nous le demander à l'adresse courriel ici. Sur notre site Internet, on a une page dédiée aux employeurs, aux employés avec la plupart des informations que je vous ai dit et aussi des petites capsules de 3-4 minutes qui résument dans le fond la conférence. Il y en a 6 pour les employés, 3 pour les employeurs. Ils sont aussi sur YouTube. Et puis, dans le fond, ben, vous pouvez nous contacter là, si nécessaire pour des questions, nous suivre sur les réseaux sociaux, voir qu'est-ce qu'on fait et où on en est de ce dossier-là. Et sinon, ben, je suis libre pour vos questions. Parfait. Donc, merci beaucoup. C'était très, très, très complet. Moi, je vais arrêter